place à notre chronique, l'arène diplomatique. Bonsoir Jérémy Gallon. Bonsoir. Peut-être le seul qui a compris ma blague, vous allez vite comprendre aussi pourquoi. Jérémy, toujours un plaisir de vous accueillir tous les lundis. Depuis son arrivée au 10 Downing Street, Keir Starmer multiplie les signes de rapprochement avec l'Union européenne et ses principaux États membres. Il a eu 3 rencontres, rappelons-le, bilatérales avec Emmanuel Macron. Il s'est entretenu plusieurs fois avec le chancelier allemand Olaf Scholz et il sera chez nous ce mercredi pour une réunion avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la présidente qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière à New York. Que faut-il lire, Jérémy, dans cet activisme diplomatique de la part du Royaume-Uni à l'égard de l'Europe ? Alors depuis son accession au 10 Downing Street le 5 juillet dernier, Keir Starmer a multiplié les échanges bilatéraux avec les dirigeants européens. Il faut dire qu'il a eu 2 sommets dès le départ. 4 jours après son arrivée, c'était le sommet de l'OTAN à Washington. Il a vu un certain nombre de dirigeants européens. Et 10 jours après, hasard du calendrier, il recevait le sommet de la communauté politique européenne à Blenheim Palace, la maison natale de Churchill, où il y avait 40 dirigeants européens. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a tout de suite voulu montrer un contraste très fort avec les dirigeants conservateurs, et notamment l'ère Boris Johnson-Liz Truss, où les relations étaient acrimonieuses. Et il a voulu montrer à ses interlocuteurs européens qu'il était pragmatique, qu'il était digne de leur confiance et qu'on pourrait bâtir une relation plus apaisée. Et ça, il l'a fait sur un pilier qu'il avait annoncé durant sa campagne, qui a été conceptualisé par David Lammy, qui est aujourd'hui son ministre des Affaires étrangères, dans un article publié dans Foreign Affairs. C'est le pilier de la défense. Et dès fin août, il a annoncé un accord bilatéral de défense avec l'Allemagne qu'il souhaiterait conclure début 2025. Donc aujourd'hui, il y a des équipes de négociation à Berlin et à Londres qui travaillent dessus. Et puis, il a également annoncé un renforcement de l'accord dit de Lancaster House, qui date de 2010, qui avait à l'époque été conclu entre le président Sarkozy et David Cameron, qui unit la France et le Royaume-Uni, et l'idée est d'avoir une coopération sécuritaire encore plus forte. Dans ce contexte, Jérémy Gallon, qu'attendent finalement de cette rencontre entre Ursula von der Leyen et Keir Starmer, et plus généralement de la relation future entre d'un côté le Royaume-Uni et puis de l'autre l'Union européenne ? Alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde sur le papier, tout le monde veut une meilleure relation. Les Européens veulent une meilleure relation avec les Britanniques. Starmer a une rhétorique très positive à l'égard des Européens. Mais très vite, on s'aperçoit que cette rhétorique, aujourd'hui, est en train de se confronter à des contraintes politiques des deux côtés. Si on prend le côté britannique, aujourd'hui, Keir Starmer, il ne veut surtout pas donner le sentiment à son opinion publique qu'il réouvre le débat sur le Brexit. Ça a paralysé et pollué la vie politique britannique pendant 8 ans. Et donc c'était assez intéressant de voir par exemple que quand l'Union européenne a fait une proposition de bonne volonté vers les Britanniques, a dit on va essayer de faciliter les permis de résidence pour les jeunes entre 18 et 30 ans, à la fois pour les jeunes Britanniques dans l'Union européenne et pour les jeunes Européens au Royaume-Uni. Et lui est très mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'il a le sentiment qu'on recrée de la libre circulation des personnes, donc qu'on rouvre un dossier qui est une ligne rouge pour tous les Brexiteurs, et il n'ose pas dire oui. À l'inverse, quand les Britanniques, eux, aimeraient améliorer l'accord commercial post-Brexit avec les Européens pour notamment faciliter l'exportation des marchandises britanniques vers le territoire européen, améliorer l'harmonisation des standards, par exemple dans l'industrie chimique ou dans certains secteurs, les Européens disent « mais attendez, nous on ne veut pas rentrer à nouveau dans des négociations extrêmement longues et complexes avec les Britanniques ». Et puis par ailleurs, le calcul qui est fait dans la plupart des capitales européennes, c'est que le rapport de force joue en faveur des Européens. Le marché européen est tellement fort pour les Britanniques que de toute façon, ils considèrent que les Britanniques vont adopter leurs standards. Et puis il y a un autre point essentiel, c'est que depuis le Brexit, les Européens ont une boussole. La boussole, c'est que le Brexit doit avoir un coût. Et ce coût, ce n'est pas une forme de revanche malsaine par rapport aux Britanniques, non. C'est simplement envoyer un signal à toutes les forces politiques qui pourraient à un moment donné avoir envie de sortir de l'Union européenne et aux citoyens qui pourraient avoir ce désir, que si on sort de l'Union européenne, eh bien on n'a pas les mêmes droits que quand on est à l'intérieur. Et donc toute forme de concession est vue d'un mauvais œil à Bruxelles. Et à partir de là, le seul domaine qui fait un petit peu consensus, c'est la défense. Et là encore, les Britanniques veulent conclure, et là il y a une volonté partagée, un accord de sécurité au sens large, pas simplement en matière de défense, mais sécurité énergétique, sécurité des approvisionnements, avec l'Union européenne. Parce qu'on est en train de tirer les leçons pour une fois dans l'Union européenne, c'est plus ou moins ce que nous dit aussi Jérémy Gallon. Jérémy, par ailleurs, il vous semble que les marges de manœuvre de Keir Starmer ne sont pas si grandes, y compris sur le plan intérieur. Vous savez, ce qui est frappant quand on regarde la situation au Royaume-Uni aujourd'hui, ça ne fait que 12 semaines que Keir Starmer est arrivé au pouvoir et la ligne de miel est déjà terminée. Et c'est un contraste saisissant, par exemple, avec Tony Blair, quand il arrive au pouvoir en 97, pendant 2 ans, presque 3 ans, il fait à peu près ce qu'il veut. Keir Starmer, pas du tout. Et je pense que ça vient du fait qu'on a mal interprété les élections générales du 4 juillet. Il a eu une majorité
écrasante à la Chambre des communes. Il a aujourd'hui 411 députés travaillistes, simplement 121 pour les conservateurs. Donc on a le sentiment que ça a été une victoire immense. Mais en fait, si on regarde plus en détail, c'est pas tellement vrai. D'abord, on s'est aperçu durant ces élections que le parti de Nigel Farage, nationaliste, xénophobe, a réuni 4 millions de voix, ce qui est énorme. Simplement 5 sièges, mais 4 millions de voix. Par ailleurs, dès les mois de juillet et d'août, on a vu pas mal d'émeutes urbaines au Royaume-Uni, liées à des tensions migratoires, qui sont par ailleurs, parenthèse, très bien décrites par Ken Loach dans son dernier film The Old Oak. Deuxième problème majeur pour Starmer, la situation budgétaire désastreuse au Royaume-Uni. Il hérite de plusieurs années de gabegie budgétaire, il n'a aucune marge de manœuvre budgétaire, et donc il est obligé d'annoncer des mesures assez difficiles aux Britanniques. Et puis troisième point, il faut aussi être assez honnête là-dessus, les divisions au sein du Parti travailliste. Le tour de force de Starmer, c'est d'avoir recentré très vite le parti depuis qu'il en a pris le leadership. Il est arrivé à le rendre plus crédible, ça lui a permis de gagner les élections. Mais l'aile gauche du Parti travailliste, les Corbynites, ceux sous lesquels il y a eu pas mal de dérives, notamment antisémites, n'ont pas disparu. Et il est frappant, là encore, de voir que les plus féroces critiques de Starmer aujourd'hui au Royaume-Uni, ce n'est pas les conservateurs, c'est l'aile gauche du Parti travailliste. Dès lors, Jérémy, quelle est selon vous l'orientation que devraient prendre justement nos diplomates à nous, nos dirigeants devraient adopter quelle posture face au Royaume-Uni? Vous savez, si on regarde les 3 puissances européennes, ce qui est, là encore, assez frappant, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, c'est que ce sont 3 démocraties extrêmement fragilisées, extrêmement polarisées et en situation de grande difficulté économique. Donc plus que jamais, leur coopération, et la coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, est nécessaire. Dans le désordre du monde actuel, pour reprendre les termes de la revue stratégique que le gouvernement britannique avait fait en 2021, qui est par ailleurs un document remarquable d'analyse, on s'aperçoit en fait que les Britanniques ont sur les grandes questions, le rapport à la menace russe, la Chine, la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, des visions quand même très proches des Européens. Et donc il faut absolument qu'on travaille ensemble. On a besoin de l'excellence diplomatique britannique, on a besoin de leur sens stratégique, on a besoin de leur réalisme. Donc il n'y aurait rien de pire aujourd'hui que s'enfermer dans un divorce acrimonieux entre Européens et Britanniques. Et donc pour cela, il faut rebâtir, à mon avis, une relation stratégique très forte. À court terme, ça suppose un accord de sécurité entre Européens et Britanniques. Et à plus long terme, quand les poussières du Brexit seront retombées, là, on pourra aller vers des accords sur le plan culturel, universitaire, diplomatique. Merci beaucoup, Jérémy Gallon.